Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, cas de noyade à Malika. Ce drame est intolérable, réagit le chef de l'État. Macky Sall prône la sécurisation des plages. La mer recrache les corps sans vie au compte-gouttes. Nous ferons le point dans cette édition. Incendie à l'hôpital régional de Saint-Louis. Les Saint-Louisiens demandent la réhabilitation de l'établissement. La salle de réanimation a pris feu ce dimanche en début de soirée. La vétusté de l'hôpital est décriée par les populations. 5 nouvelles bases reprises par l'armée sénégalaise en Casamance. Des camps rebelles situés dans la frontière sud-ouest, désormais contrôlés par les Djambars. L'armée nationale a enregistré 2 blessés dans les opérations. Dans l'actualité également, les étudiants du campus de Kaolack réclament l'augmentation du budget de l'université Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass. Les étudiants ont manifesté leur colère en perturbant ce lundi le trafic sur la route nationale numéro 1. En politique, l'opposition à l'assaut de la mairie de Thiès. Le président des FDS, Guelwaar, a été investi par son parti ce week-end devant un parterre de leaders de l'opposition. Le fléau de l'été a encore frappé. C'est un terrible drame qui a touché tout le pays ce week-end. Une dizaine de jeunes décédés par noyade sur la plage de Malika. Ce qui s'est passé est intolérable, a réagi sur Facebook le président Macky Sall. Le chef de l'État demande au gouvernement et aux collectivités territoriales de prendre les mesures idoines et urgentes pour une meilleure sécurisation des plages en cette période estivale. Les noyades estivales, un drame qui se répète chaque année. Depuis hier, les corps sont recrachés par la mer. Au lendemain de la tragédie à Malika, vous allez le voir, les populations sont encore stupéfaites. Cher Diop et Tierno Laurent Mendy. Elles ne sont pas les seules à fréquenter cette plage au lendemain du drame. Plusieurs personnes ont perdu la vie ici. Nous sommes à la plage de Malika. C'est une triste nouvelle pour la jeunesse de Malika parce que ce n'est pas une bonne image. On est dans l'été et les vacances ne sont même pas encore commencées. Et ça fait 10 mois. C'est trop. Mais quand on a une nouvelle, L'été s'annonce, les cas de noyade deviennent de plus en plus fréquents. Des mesures de sécurité s'imposent. La municipalité a son rôle à jouer. Les habitants de Malika ne disposent pas mal de gens capables de jouer le rôle de maître nageur. Ils sont là, mais la mairie ne fait rien. Ils sont des jeunes. Il n'y a pas de gens, parmi les 10 qui sont noyés, il n'y a pas aucune personne qui a dépassé plus de 25 ans, entre 25 et 30 ans. Ils sont tous des jeunes, on est de la même génération. Des responsabilités partagées. Les parents aussi doivent veiller sur les enfants. On doit maîtriser les gosses, les surveiller, les conseiller, surtout. Mais ils sont têtus les gosses là. Plus de 9 personnes ont perdu la vie. Une sensibilisation doit être une priorité afin de conscientiser les jeunes pour stopper les cas de noyade. Cher, c'est connu, durant l'été, les Sénégalais se baignent partout. Il se trouve seulement que plusieurs plages à Dakar sont interdites à la baignade parce que dangereuses. Une interdiction qui est loin de freiner les jeunes. Les maîtres nageurs, l'association des sauveteurs aquatiques demandent aux autorités de prendre la question à bras-le-corps. C'est un sujet réalisé par Pape Sango Dembaye et Alassane Ba. Ils sont tous les jours sur place pour veiller à la sécurité. Ces maîtres nageurs se sentent très peinés par le drame à Malika. Et pourtant, à en croire le président de l'association des maîtres nageurs, ils avaient alerté les autorités. Pour qu'ils puissent mettre en place des dispositifs de sécurité dans ces zones-là. Donc, jusqu'ici, rien n'a été fait dans ce sens. Beaucoup de plages sont interdites à la baignade. C'est le cas de celle de Malika. Mais Ibrahim est d'avis que dès l'instant que le public a accès à ces plages, il n'y a plus d'interdiction. Donc, c'est des plages accessibles aux populations et aux secours. Donc, ça ne doit pas être interdite. Une plage qui est accessible, normalement, ce qu'il reste à faire, c'est de mettre en place des dispositifs de sécurité. Donc, pour la surveillance des usagers de la mer. Voilà, donc, c'est ça l'amalgame
qui prévaut des années et des années. Donc on n'accepte pas que ces autorités-là puissent dire que c'est des plages interdites. On fait qu'ils déplorent, ils ne se sentent pas considérés. Ils ne nous respectent même pas parce que, bon, on a envoyé plusieurs correspondances. Donc on a envoyé même des documents, des plans d'urgence pour leur dire que donc il faut qu'ils prennent des mesures concernant ces plages-là. Il est temps d'agir parce que bon, il y a tellement de cas de noyade ces temps-ci. Donc en moins de 2 mois, on a enregistré près de 36 plutôt décès. Ibrahima Fall et compagnie invitent le chef de l'État à les recevoir et demandent le recrutement des professionnels pour mieux assurer la sécurité des plages. Et ce drame sonne malheureusement comme une piqûre de rappel. Il faut éviter toutes les plages interdites à la baignade. Le sous-préfet de Dakar Plateau, Djibi Diallo, interpelle autorités et parents. La question des noyades, il faut dire que les plages sont organisées. Ils sont organisées parce qu'il y a des zones où la baignade est interdite. Il y a des zones où les gens ne doivent pas se baigner. Et quand vous voyez effectivement ces zones-là, toutes ces zones sont aujourd'hui matérialisées. Malheureusement, il y a la question de discipline sociale qui pose problème. Nous allons vers les vacances. Il faut d'abord que les parents prennent en charge effectivement leurs enfants. Il faut que les enfants ou bien les personnes qui veulent aller à la plage respectent les consignes données par les maîtres nageurs. Il faut qu'ils respectent les zones interdites vraiment n'est-ce pas, de nage et effectivement ne pas prendre de risques pour aller seul dans la mer ou bien aller dans les zones interdites. Si nous respectons effectivement cela, on peut effectivement laisser les gens jouir en tout cas de leurs vacances à côté de la plage. Mais ce qui se passe dans nos plages, quand même, c'est inacceptable. Parce que les gens ne respectent aucune consigne et les gens ne savent pas nager, les parents ne cherchent pas à savoir où vont les enfants. Et tout ceci maintenant ne peut que créer et accentuer le risque qui est déjà là. Et à mon avis, en tout cas, il faut que des mesures soient prises quand même, de part et d'autre. L'État tout seul ne peut pas le faire. Il faut que les parents eux-mêmes soient conscients de cela, que les collectivités locales continuent à jouer leur partition, effectivement, dans la surveillance des plages avec les sapeurs-pompiers et les maîtres nageurs, pour qu'ensemble nous puissions éviter de tels accidents. Donc, en tout cas, je prie pour le repos des âmes, des âmes quand même des personnes qui ont disparu, et souhaitons quand même que ce soit la dernière. Et la mort par noyade, souvent une douloureuse épreuve pour les familles. L'ex-parlementaire Seydina Fall a perdu un de ses enfants dans ces tristes circonstances. Son témoignage dans ce reportage de Maudou Diop et Aminata Mbarisso. Dans ce regard lointain, des souvenirs d'un papa peiné par la perte de son fils par noyade. Tout le temps, quand je regarde la mer, je pense à mon fils. Je pense à mon jeune Ibou. C'est ici même, sur cette plage dite Malibou, que l'ancien député Seydina Fall Bougazeli a perdu son fils, Ibrahima, il y a 2 ans. Mon fils n'a jamais voulu fréquenter les plages. Je ne m'en souviens pas du tout. Un événement, une page de sa vie que l'ancien député peine à oublier. Ça fait 2 ans, ça me. Ma maison fait face à la plage, mais à chaque fois que je regarde la mer ou que je regarde ce lieu, les souvenirs me reviennent. Même si le Guinée, même si on l'a 3 jours sur le Bougazeli plaide pour une surveillance plus accrue des plages, surtout celles interdites à la baignade. J'interpelle l'État de prendre ses responsabilités, de sécuriser la mer avec la gendarmerie ou bien la police, ça fait mieux. La survenue des événements malheureux à la plage de Malika ce dimanche 13 juin est loin de décourager les férus de la mer. Ils continuent les baignades. De Malibou à Diamalaye, le décor est le même. Merci Aminata, et voilà ce que nous pouvons dire sur cette affaire. Autre accident survenu ce dimanche en début de soirée. Le feu s'est déclaré à la salle de réanimation de l'hôpital régional de Saint-Louis. Incendie vite maîtrisé, même si quelques dégâts matériels ont été déclarés. L'hôpital de Saint-Louis qui ne supporte plus le poids des années. Les Saint-Louisiens appellent à sa réhabilitation. Ousseynou Diop et Habib Sek. L'hôpital de Saint-Louis a été construit en 1822. Après 200 ans d'existence, il coule sous le poids de l'âge. L'entretien des circuits électriques fait défaut. Hier, les patients de la réanimation ont frôlé le pire après l'incendie qui s'est déclaré dans la salle où ils étaient pour les premiers soins. Pour les Saint-Louisiens, l'hôpital doit être réhabilité.
L'hôpital a 200 ans, donc il doit être préservé. Nos autorités doivent aussi réhabiliter complètement l'infrastructure parce qu'il y a des investissements lourds et la vétusté de l'hôpital constitue aujourd'hui un danger pour les malades. Beaucoup pensent, après l'annonce de cet incendie, aux événements malheureux de l'hôpital Magadlo de Linguère. Pour ne pas en arriver là, les Saint-Louisiens tendent la main aux autorités du pays pour la réhabilitation complète de l'infrastructure sanitaire. Saint-Louis est à 200 ans. Mais si, par exemple, le président de la République avait un site plus éloquent, moi je crois que l'hôpital de Saint-Louis, quand même, méritait. Saint-Louis mérite même d'avoir 2 hôpitaux ou 3 hôpitaux. Avant même l'indépendance, nous voyons que ça, c'est salué et ça doit être mieux préservé par les autorités locales et publiques. Mohamed Lamine Ba vient juste de sortir de l'hôpital, ses ordonnances et autres papiers à la main. Il a lancé ce message aux autorités pour qu'elles puissent agir vite. L'hôpital a été réhabilité plusieurs fois. Plusieurs fois. Mais quand même, toujours, on doit être très vigilant pour qu'il n'y ait pas de ce genre d'accidents. L'hôpital de Saint-Louis doit être réhabilité dans les plus brefs délais. C'est l'avis de tous les Saint-Louisiens rencontrés pour permettre aux patients de venir tranquillement se soigner ici, dans la vieille ville. À la une également, ces affrontements entre forces de l'ordre et étudiants du campus de Kaolack. Des blessés légers sont enregistrés du côté des étudiants. Selon eux, les problèmes sont légion. À l'université du Sine Saloum, El Haj Ibrahim Niass, ils réclament l'augmentation du budget de l'établissement. Écoutons leur porte-parole avec notre équipe. Depuis la semaine dernière, le mercredi passé, nous avons décrété 96 heures de grève et on a fait savoir aux autorités que c'est renouvelable. Il peut amener un élément de réponse concernant la question des infrastructures. Mais ça nous importe peu parce que c'est insuffisant. Depuis le 1er juillet 2019, le ministre de l'Enseignement supérieur était sur place pour le lancement des travaux. Et il nous avait donné la durée de l'achèvement des infrastructures à l'espace de 18 mois. Aujourd'hui, on est en 2021, bientôt les 24 mois. Jusqu'à présent, nous n'avons pas vu des avancées concernant les infrastructures. Parce que les infrastructures qu'on nous a montrées là, quand on venait en 2019, on peut dire que c'est de l'illustration parfaite. Nous n'avons pas vu des infrastructures qu'on nous a montrées en image que c'est là où vous allez étudier. On fait le tour de fatigue du jour au lendemain, chaque jour que je fais. L'université nous a fait savoir qu'il ne va pas ouvrir les masters parce qu'ils n'ont pas d'effectifs d'enseignants titulaires pour enseigner les maquettes qui sont sur place. Nous, quand on inscrivait à l'université, nous avons inscrit au niveau du système LMD, licence, master, doctorat. Donc nous n'allons pas accepter qu'on limite nos enseignements au premier cycle, à l'occurrence la licence. Et venons-en à ce démantèlement de 5 bases rebelles en Casamance. Une opération de sécurisation d'envergure a permis de contrôler des camps rebelles situés dans la frontière zone ouest, des zones pleines de potentialités longtemps occupées par les indépendancialistes. L'armée a enregistré tout de même 2 blessés dans les opérations. Nous y reviendrons au cours de cette édition avec Lamine Mandiang et Boubacar Diassi. Tout autre chose, session dans les rangs du syndicat des enseignants libres du Sénégal, CELS, à Bambey. Le secrétaire général départemental prône l'organisation d'un congrès extraordinaire. Explication, Babacar Diouf. C'est la section départementale de Bambey qui s'est offusquée de la gestion de Souleymane Diallo. D'ailleurs, elle travaille à l'organisation d'un congrès extraordinaire pour remettre les pendules à l'heure. Considérant ensuite la gestion opaque du syndicat, de la COACELS et de la MUCELS, considérant la non-acquisition d'un siège pour un syndicat qui a 21 ans d'existence, considérant également l'inamovibilité de la personne de Souleymane Diallo et son impopularité dans le landerneau syndical, nous prenons la décision historique d'organiser un congrès extraordinaire du CELS afin de replacer le syndicat dans la position de leader à l'échelle nationale. Pour cela, le CELS version Bambey demande à l'employeur l'État de geler les comptes actuels du syndicat libre des enseignants du Sénégal. Nous invitons l'État du Sénégal à geler les avoirs du syndicat et à procéder à l'audit de ces structures. La section CELS de Bambey promet à ses membres des victoires imminentes dans des domaines comme la diligence du paiement des pensions de retraite, l'accélération de traitement des dossiers des collègues décédés
le traitement rapide des arrêtés d'admission et des actes administratifs. Les enseignants libres du Sénégal ont livré cette déclaration en marge de la conférence publique tenue dans une école de la commune de Bambey. Et selon le secrétaire général national, la tenue d'un congrès extraordinaire est du ressort de la commission administrative. Selon Souleymane Diallo, 38 des 50 sections ont été déjà renouvelées. Il affirme que son collègue de Bambey a violé les textes de l'organisation syndicale. Cette déclaration est en violation flagrante avec les statuts réglementaires du CELS. Il n'appartient pas à une section de demander la convocation d'un congrès extraordinaire, c'est une prérogative de la CA. Le camarade Ngor Ndiaye sait bel et bien que la CA du mois de mars a convoqué le congrès pour le mois de septembre prochain. Donc il n'y a pas de raison de convoquer un congrès extraordinaire. Nous sommes dans la dynamique de renouvellement des sections. Sur les 50 sections, nous avons renouvelé les 38. Il reste 12 qui vont être renouvelés le week-end prochain, dont la section de Bambey. Mais malheureusement, le camarade Ngor Ndiaye refuse de convoquer l'AG de renouvellement de la section de Bambey pour le 19. Il a refusé également de convoquer l'AG de renouvellement de la commission des femmes au moment où toutes les commissions des femmes départementales ont été renouvelées. Il a refusé également de participer aux missions de supervision du bureau national pour les AG de renouvellement. Donc aujourd'hui, il agit en dehors du syndicat. Et puis en politique à Thiès, l'opposition se lance à l'assaut de la mairie. Le leader des FDS, Guelwaar, a été investi par son parti ce week-end, investiture devant un parterre de leaders de l'opposition. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. La candidature de Dr Babacar Diop du parti Les Forces démocratiques du Sénégal aux prochaines élections locales ne fait pas l'ombre d'un doute. Ces militants du département de Thiès ont validé sa candidature. Coordination départementale des FDS et Guelwaar du département de Thiès, proposons votre candidature à l'élection de la mairie de la ville de Thiès. Un choix agréé par le secrétaire général du parti FDS Les Guelwaar, déterminé à aller à la conquête de la mairie-ville de Thiès. fii ci Thiès ak région bi yëpp muy commune yi nga xamante ni dañu war a dem élection sama taxawaay mooy gox-goxaat yëpp. Je ferai de mon mieux pour que l'opposition ait une nouvelle majorité dans toutes les communes et départements du pays. ba ñu mën a taxawal une nouvelle majorité. Des ténors de l'opposition étaient présents à ce meeting. Ousmane Sonko d'abord. Li Sartre waxoon defe naa moo ko wax ni l'intellectuel c'est celui qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. Barthélémy Diaz, Hélène Tine, Mohamed Massali. L'heure est à l'unité pour la consolidation de toutes les forces vives de l'opposition. Alternance générationnelle doit être traduite à travers des actes, mais pas dans l'hypocrisie. Dr Alinsou. Babacar, c'est quelqu'un qui croit aux valeurs de Mamadou Dia, qui croit aux valeurs de Senghor, qui croit à l'amitié politique et idéologique. Babacar n'est pas un corrompu, c'est pas un opportuniste. Tous ont décidé de le soutenir. Et du côté de la majorité, LDR Yessal a tenu son assemblée générale ce week-end également à Kébémer. Modou Diagne Fada appelle à l'unisson pour faire face à l'opposition. Vous l'avez suivi dans nos précédentes éditions. Promouvoir l'insertion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap, tel est l'objectif que s'est fixé l'agence italienne pour la coopération au développement. Une exposition photo a été organisée dans ce sens par l'agence à Dakar. Compte rendu Mamadou Fall et Amadouba. La promotion des personnes handicapées doit être de rigueur au Sénégal. C'est la raison pour laquelle l'Italie, via son ambassade et son agence de coopération au développement, avec d'autres partenaires, ont lancé Visible, une exposition pour la promotion de l'inclusion sociale. Il faut toujours éduquer et augmenter la sensibilité des gens, parce que les gens qui sont porteurs d'un handicap ne sont pas différents des autres. Nous avons organisé toute une série d'activités pour promouvoir les droits des personnes avec handicap au Sénégal. Notre but, c'est de mettre le handicap au centre de la société pour faire comprendre qu'il n'y a pas une diversité, mais il y a une opportunité qu'il faut partager les expériences. Ce qui cadre parfaitement avec la vision de l'État sénégalais. D'ailleurs, un appel est lancé à l'endroit du secteur privé. L'appel que je lance à toutes les autres personnes, surtout le secteur privé, à bien prendre en charge la personne avec un handicap, parce qu'effectivement, ce sont des compétences qui sont là.
l'art et la culture, des moyens de communication très efficaces. Le Sénégal est un pays très culturel. La culture est au début et à la fin de nos vies. Et aujourd'hui, avec cet acte qui montre qu'une image vaut 1000 mots, tout simplement montre qu'il y a des Sénégalais férus de droits, des personnes qui sont différentes et les place au cœur de la société. L'exposition permettant la promotion des personnes vivant avec un handicap va durer plusieurs mois. L'objectif visé, rendre à l'individu toute sa dignité. Merci Mamadou. Plus de 14 000 milliards de francs CFA pour redynamiser le secteur industriel du Sénégal d'ici 2035. Une nouvelle offre d'exportation nationale, un accès sur la transformation des matières premières qui passe par le développement de l'agriculture et de l'industrie pharmaceutique. Le ministre du Développement industriel et des petites et moyennes entreprises a présidé l'atelier de validation de la politique et de la stratégie d'industrialisation du Sénégal 2021-2035. Compte rendu Youssou Baro et Maïmouna Diaye. Bâtir une industrie forte et compétitive, c'est tout le sens de cette réunion. Ces différents acteurs veulent faire du Sénégal l'un des pays les plus industrialisés d'Afrique d'ici 2035. La pandémie à Covid-19 nous l'a suffisamment enseigné. Nous devons compter sur nous-mêmes pour satisfaire les besoins fondamentaux de nos concitoyens. La nouvelle politique et stratégie industrielle tient compte de ces facteurs. Cette nouvelle politique passe par la création de richesses et d'emplois. C'est tout à fait possible grâce surtout à la valorisation optimale de nos ressources pétrolières et gazières en vue de réduire drastiquement les coûts des facteurs de production, particulièrement l'électricité qui grève considérablement la compétitivité de notre entreprise. Pour y arriver, nous comptons mettre en place un cadre de gouvernance approprié et performant, entreprendre des réformes pour améliorer l'environnement des affaires, promouvoir des mécanismes de financement adoptés aux petites et moyennes industries. Pour le secteur privé national, il faut forcément revoir le statut des entreprises avant de parler d'une bonne régulation du marché intérieur. Le code du travail, nous au niveau du patronat, nous l'avons jugé trop rigide. D'une part, il faut certes faire en sorte que le travailleur soit protégé, mais il faut aussi qu'il y ait une flexibilité pour inciter les entreprises à recruter. Ça, c'est fondamental. Quand les lois sont très rigides et qu'en cas de difficulté, comme ce que nous avons vécu avec la pandémie, vous ne pouvez pas vous ajuster avec les effectifs, eh bien, la démarche globale de beaucoup d'entreprises, c'est de freiner avant de faire des embauches. Ce n'est pas une démarche intelligente. Toutes ces recommandations seront élargies, des concertations en vue de rendre notre tissu industriel plus compétitif. Et l'autre grand titre de cette édition, je vous le disais, c'est ce démantèlement de 5 bases rebelles en Casamance. Une opération de sécurisation d'envergure a permis de contrôler ces bases situées dans la frontière sud-ouest, des zones pleines de potentialités longtemps occupées par les indépendancialistes. L'armée a enregistré tout de même 2 blessés légers durant ces opérations, Lamine Mandiang et Boubacar Diassi. Au niveau de l'arrondissement. 2 semaines après le début des opérations de sécurisation au niveau de l'arrondissement de Niassia, le colonel Souleymane Kandé procède à une inspection des bases récupérées. Nous avons effectivement conquis les bases successivement de Badem et ensuite de Bagam au plus près de la frontière. La base était implantée exactement à 200 mètres de la frontière avec la République de Guinée-Bissau. Nous avons conquis, après les premiers postes avancés dans la zone de Basséré, nous avons conquis les postes de Eliott, de Djileor, avant d'aller à Aïnga, qui est vraiment un vrai poste avancé, et ensuite pour aller au niveau de Bounat, la base la plus proche de la frontière. 2 axes ont été investis par l'armée. Il y a l'axe Est. Suñu mission mooy ñu jël base Badem ak Bagam assurer sécurité parce que axe yu bëri dañ leen a yàqoon ak ay mine MFDC da ci defoon ay mine looloo taxoon population yi mënatuñ ko woon utiliser. Mais aussi l'axe ouest. À partir de Niassia, donc reconnaître l'axe de Edjouma Basséré, ça correspondait également à l'ouverture de l'axe Kouméré Basséré Kourin, qui aujourd'hui
est praticable, ça roule. Donc les positions Basséré de Djiléor, Elliott, Djiléor 1, Djiléor 2, Elliott, Aïnga 1, que vous voyez ici, et Aïnga 2, là où nous sommes, ont été conquises. L'armée lève un coin du voile sur le bilan matériel. Beaucoup de matériel, dont des roquettes d'armes anti-char, telles que les B10, des mines antipersonnelles, 5 mines antipersonnelles. Ils ont aussi laissé une arme, le PG2, 5 AK-47 et une quantité énorme de munitions calibre 7,62. Concernant le bilan humain, l'armée a déploré 2 blessés. On déplore quand même au moins dans nos rangs un gradé qui a été blessé par mine, qui a sauté sur une mine antipersonnelle, mais également un de nos camarades qui a été blessé par balle. Et voici l'objectif visé à travers ces opérations de sécurisation. L'objectif majeur de cette opération consistait à réaliser les conditions pour un retour en sécurité des populations dans leur territoire d'origine. Il fallait quand même créer les conditions de sécurité en procédant à la neutralisation des bandes armées qui sont installées dans cette zone, mais également dépolluant la zone qui était effectivement très particulièrement minée. Pendant ces opérations de sécurisation, plusieurs villages ont été évacués afin que les populations ne soient pas des victimes collatérales. Merci beaucoup Boubacar du Sud. Allons maintenant dans le Nord pour parler de la tournée économique du président de la République Macky Sall. Dissa Préra, bonsoir. Bonsoir, vous êtes dans le convoi présidentiel. Que peut-on retenir ce lundi? Quel a été le programme de Macky Sall? Une journée chargée, Chérif, comme vous l'avez dit, dans le programme, une journée très très chargée avec une matinée qu'on a passée dans le département de Podor. La dernière matinée qu'on a passée dans le département de Podor, et c'était dans la commune de Boké Dialobé où le président a tenu un rassemblement qui a eu des allures de meeting. Il y a eu quand même un accueil très 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 chaleureux où il a fait des promesses, mais ce qu'on peut retenir aussi globalement, c'est la première étape du département de Matam où le président de la République a d'abord procédé à la pose de la première pierre de l'écomusée des civilisations Peul, un musée qui va servir à perpétuer la langue et la civilisation Peul dans la localité. Il y a également ce qui est intéressant également, c'était l'inauguration de l'hôpital de niveau 1 de Agnam, un hôpital d'un coût de 2 milliards de francs CFA financé sur fonds propres par l'État, c'est important, et un hôpital qui est doté de blocs opératoires, de maternité, de services d'ophtalmologie et un peu d'hémodialyse, une façon pour le président de la République, parce qu'il l'a dit, d'accélérer le désenclavement sanitaire, mais également il estime que cette infrastructure va participer à l'inclusion sociale et à l'équité. Maintenant, au moment où je vous parle, nous sommes en direction de Boki Diawé où le président devra procéder à la pose de la première pierre de l'ENO, mais également de la pose de la première pierre du Centre national de fréquences du Nord, de contrôle des fréquences du Nord. Il faut dire qu'on a eu des journées très chargées, Chérif, mais après ça, ce sera la fin de la journée aujourd'hui pour Matam en attendant demain, mais il faut dire que pendant tout le Fouta a déroulé le tapis rouge au président Macky Sall, de Fana Yeri en passant Pandjoum et aujourd'hui Agnam, Kilong, et là nous sommes en direction, comme je vous ai dit tout à l'heure, de Bok Diawé où il devra procéder à la pose de la première pierre du Centre national de contrôle des fréquences du Nord, Chérif Diop, c'est en substance que vous pouvez retenir de la journée d'aujourd'hui. Dis ça, on te retrouve tout à l'heure, mais parle-nous quand même de la météo. Est-ce que vous avez un peu de fraîcheur nocturne ou pas? La fraîcheur nocturne, on ne peut pas réellement dire qu'il y a de la fraîcheur. Mais ce qu'on peut dire, Chérif, c'est qu'il fait chaud, mais il fait excessivement chaud. Chérif, même nos machines ne peuvent pas tenir avec cette chaleur-là. Vous savez, quand ça fait 46-47 degrés, il est difficile pour nous, Dakarois, de soutenir cette chaleur, mais ça va, on essaie de gérer. Même la nuit, là, au moment où je vous parle, il y a un vent, mais un vent chaud.
qu'on sent. Le Fouta, il faut dire que c'est vraiment un autre climat différent des climats de la côte ouest du Sénégal. Ah ben oui, tenez bon, dit ça. C'est vrai qu'il a fait jusqu'à 41 degrés aujourd'hui à Matam. Dissa Préra, on te retrouve tout à l'heure après cette édition pour un grand reportage consacré justement à cette tournée économique du président de la République, Macky Sall. Merci beaucoup Dissa et Diafaraba, nos envoyés spéciaux. Dans l'actualité internationale, le retour de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo préparé en grande pompe dans son village natal. L'Algérie qui retire à France 24 son accréditation. La chaîne française accusée de non-respect des règles de la déontologie professionnelle, entre autres. Et puis ces violents affrontements à Tunis entre jeunes et policiers suite à la mort suspecte d'un des leurs pendant son interpellation. Tour d'horizon avec Daniel Diouf. Laurent Gbagbo annoncé jeudi prochain en Côte d'Ivoire, déjà à Mama, son village natal. Les habitants préparent son retour au Bercail après 10 ans d'absence. Dimanche, ils ont désherbé la route qui mène à la localité. Des sympathisants de l'ancien président sont déjà descendus dans les rues pour célébrer le retour de leur héros. Le retour de l'ex-président ivoirien confirmé par le secrétaire général de son parti. À Mama, la réhabilitation de sa maison s'accélère. Pour ses partisans, ce retour est un atout pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Un autre ancien président de la République, celui-là avec des soucis de santé, il s'agit du Zambien Kenneth Kaunda, admis dans un hôpital militaire de Lusaka, la capitale. Annonce faite ce lundi par son entourage sans fournir de détails sur sa maladie. Il est âgé de 97 ans. L'Algérie qui retire à France 24 son accréditation, une décision motivée officiellement par l'hostilité manifeste et répétée de la chaîne selon les autorités. La chaîne a déjà été mise en garde au mois de mars pour sa couverture du Irak. Ce mouvement né en février 2019 pour s'opposer à un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Le gouvernement algérien, à travers son porte-parole, accuse la chaîne française de non-respect des règles de la déontologie professionnelle, de désinformation, de manipulation et d'agressivité avérée à l'égard de l'Algérie. La chaîne d'information française qui a couvert ce week-end les législatives assume ne pas avoir reçu d'explication sur le retrait des accréditations de ses correspondants. Et puis au quartier de Sidi Yassine, à l'ouest de Tunis, 6 jours après la mort suspecte d'un jeune pendant son interpellation par la police, les jeunes ont encore manifesté leur colère ce dimanche. Des affrontements violents avec la police, comme on le voit sur ces images. Plus d'une quarantaine d'associations ont dénoncé les violences policières. Une enquête judiciaire a été ouverte sur les circonstances de la mort du jeune Ahmed Ben Ammar. Merci Daniel. Et puis dans l'actualité sportive, la FIBA éclaboussée par une affaire de harcèlement sexuel. Le match qualificatif à la CAN 2021 entre la Sierra Leone et le Bénin reporté à mardi. Et puis la République tchèque et la Slovaquie débutent par des victoires à l'Euro. Le round-up de l'actualité sportive avec Cherti Yanjao. Démarrons par le basketball avec le président de la FIBA à Magnan qui est rattrapé par son passé. Le Malien, âgé de 69 ans, à la tête de l'instance depuis 2 ans, est accusé d'avoir ignoré des affaires de harcèlement sexuel lorsqu'il était patron du basket de son pays. C'était entre 1999 et 2011. Une révélation de New York Times que réfute Magnan qui affirme son ignorance des accusations décrites. Le dirigeant malien a également décidé de quitter temporairement ses fonctions de président de la FIBA qui diligente une enquête à boucler avant les Jeux Olympiques de Tokyo. En attendant, les affiches des quarts de finale des championnats d'Afrique de handball sont connues. Au programme ce mardi à Yaoundé, Angola, République démocratique du Congo à 11h, Tunisie, Guinée à 13h et Sénégal, Congo à 15h et Cameroun, Nigeria se jouera à 17h. En football, au Sénégal, la Fédération sénégalaise de football table sur un budget de 5 milliards de francs CFA en 2021. Une annonce faite à l'issue de son assemblée générale ordinaire. Maître Augustin Senghor et son équipe espèrent plus de 3 milliards de la FIFA et au moins 645 millions de la CAF. La 20e journée de la Ligue 1, elle était prolifique en but, 15 inscrits en 6 rencontres. Le match Seneps AS Pikine étant reporté avec une large victoire chez l'AS Douane. Tenguet FC, 41 points, consolide sa première place au classement
En Afrique, le dernier match des éliminatoires de la CAN 2021 est encore reporté. Le dernier ticket qui se joue entre la Sierra Leone et le Bénin prévu ce lundi a été finalement déprogrammé à cause du présumé cas de positif Covid-19 dans les rangs sierra-léonais. Des cas infirmés par de nouveaux tests qui poussent la CAF à reprogrammer la rencontre ce mardi à 16h. Terminons par les quelques résultats du jour à l'Euro 2020. Dans les groupes D, la République tchèque surprend l'Écosse sur la marque de 2-1. La Slovaquie a fait de même face à la Pologne dans la poule B. Sport mécanique moto, la course internationale au circuit de Lac-Rose a vécu. Moussa Marzouani et Hugo Villeconteux se sont bien illustrés en s'adjugeant les trophées respectivement en junior et senior. Amadouba et Cher Salibou Diarra. Les pilotes moto de la sous-région réunis au circuit de Lac-Rose, une course d'endurance de 4 heures de temps remportée par les jeunes Sénégalais qui montent dans le championnat local. Je m'entraîne un peu pendant la semaine et je m'entraîne aussi en moto tous les jours. Je m'entraîne pour me muscler, prendre du cardio. Je voudrais faire premier encore, comme ça on peut me dire encore 2 fois champion du Sénégal encore. J'ai réussi à finir premier sur les 2 manches. J'ai pas réussi à avoir un bon rythme au départ, mais j'ai réussi à reprendre le rythme vers le milieu de la course. Et ça a payé quand les gars ont lâché, j'ai réussi à revenir. Ennuyé par des soucis mécaniques depuis quelques courses, le leader de la catégorie senior, Stéphane Wan, annonce sa retraite prochaine. Je pense que l'année prochaine, c'est lui qui va être champion parce que moi, j'ai pris la décision peut-être d'arrêter de faire les courses de moto. Parce qu'avec le travail, c'est un peu compliqué pour 2-3 autres problèmes. Mais je fais confiance à Hugo pour garder le niveau très haut. La Côte d'Ivoire, représentée par 4 pilotes, espère l'avènement d'un championnat sous-régional. Nous comptons faire un championnat d'Afrique de l'Ouest. Nous comptons avoir... J'ai déjà autour de 300 pilotes en Côte d'Ivoire. Le Sénégal en a plus. On va voir dans les autres pays pour que ce soit vraiment une compétition intéressante prise par nos autorités. Sinon, le niveau, il est très bon. Une demande qui prend d'ores et déjà forme. C'est que l'objectif a été atteint. On était parti pour faire une course internationale. Et là, comme vous voyez, on a les nations qui sont là. On a tenu une petite réunion pour pérenniser ça et ça va démarrer dès le mois d'octobre à Abidjan. Cette course internationale de 4 heures est l'interlude du championnat sénégalais, une compétition indécise en senior à 2 journées de la fin. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Restez avec nous sur TFM. Les programmes continuent. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.